Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui en 30 ans transformait une bande de guerriers germaniques en royaume le plus puissant d'Europe. Un homme qui a fait trembler les vestiges de Rome, écrasé tous ses rivaux et unifié un peuple. Et tout ça avant ses 45 ans. Cet homme, vous le connaissez tous, c'est Clovis. Vous avez sûrement une vague idée de qui c'est, ou vous avez peut-être entendu parler du vase de Soissons, peut-être même du baptême de Reims, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'il a fait? Comment un adolescent de 15 ans, héritier d'un royaume de rien du tout dans le nord de la Belgique actuelle, a réussi à bâtir ce qui allait devenir la France? Comment un païen qui sacrifiait des chevaux pour un dieu est devenu le premier roi chrétien des Francs, celui que l'église appellera même le nouveau Constantin? Et surtout, pourquoi 1500 ans plus tard, on se dispute toujours sur son héritage? Clovis, c'est pas juste un roi du passé, c'est un symbole. Pour certains, c'est le fondateur de la nation française, le premier à avoir uni la foi chrétienne et le pouvoir royal. Pour d'autres, c'est un chef de guerre brutal, opportuniste et un conquérant comme les autres. Alors, qui a raison? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et croyez-moi, cette histoire, c'est une dinguerie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'HDF. Si vous voulez soutenir ce podcast sur l'histoire de France, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et sur ce, c'est parti. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Et que tous ces salauds de gauchistes ferment leur gueule et arrêtent de mentir. Contexte historique. Avant de plonger dans la vie de Clovis, il faut comprendre le monde dans lequel il naît, parce que la Gaule, vers la fin du 5e siècle, c'est pas du tout ce qu'on imagine. En 476, donc quelques années avant que Clovis prenne le pouvoir, l'Empire romain d'Occident s'effondre officiellement. Le dernier empereur, un gamin de 16 ans du nom de Romulus Augustule, est déposé par un chef barbare. Rome, c'est fini. Mais attention, pour les gens de l'époque, c'est pas la fin du monde. L'Empire d'Orient à Constantinople continue, et en Gaule, les structures romaines survivent tant bien que mal. Le seul problème, c'est que le pays est découpé en morceaux. Regardez cette carte. Au sud-ouest, du Languedoc jusqu'à Toulouse, ce sont les Visigoths. Des Germains comme les Francs, mais ariens. On va y revenir parce que c'est crucial. Au sud-est, autour de Lyon et Genève, les Burgondes. Ariens eux aussi. Au centre-nord, entre la Somme et la Loire, un certain Syagrius maintient l'illusion d'une continuité romaine. Les barbares l'appellent ironiquement le roi des Romains. Et tout au nord, autour de Tournai, un petit royaume franc dirigé par Childéric, le père de Clovis. C'est un puzzle, un chaos, chaque peuple a son roi, sa langue, ses lois, et au milieu de tout ça, les évêques catholiques, seul cadre institutionnel stable depuis l'effondrement romain, regardent tous ces rois barbares avec méfiance. Pourquoi avec méfiance? Parce que les Visigoths et les Burgondes sont chrétiens, oui, mais ariens, et l'arianisme, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une hérésie qui nie la divinité du Christ. Pour l'église catholique, penser que Jésus n'est pas Dieu, c'est presque pire que le paganisme lui-même. Et c'est là que Clovis entre en scène, un païen, pas encore compromis par l'arianisme, un homme que l'église pourrait peut-être convertir à la vraie foi, la foi catholique. C'est au milieu de tout ça que l'histoire de Clovis commence. Chronologie. La vie de Clovis. Chapitre 1. L'héritier des rois chevelus. Clovis naît vers 466 à Tournai, dans l'actuelle Belgique. Son nom, en francique, Lodwig, signifie « glorieux combattant ». Un nom qui va devenir par la suite Louis. Énormément de rois de France qui s'appellent Louis porteront en fait une version du nom de Clovis. Son père, c'est Childéric Ier. Il règne sur les Francs saliens. Ce n'est pas un grand royaume, quelques milliers de guerriers, un territoire qui va de Tournai à Cambrai, mais Childéric est malin. Il s'est fait une place dans le système romain. Il a combattu comme général au service de l'Empire contre les Visigoths et contre les Saxons. La famille de Clovis se réclame de Mérové, un ancêtre semi-légendaire qui aurait combattu Attila au champ catalonique en 451. Selon la légende, Mérové serait né d'une double paternité, sa mère déjà enceinte aurait été séduite par une bête de Neptune en se baignant dans l'océan. Ce mythe du monstre marin expliquerait les pouvoirs surnaturels qu'on a attribués aux rois mérovingiens. Et ces rois avaient un signe distinctif, leurs cheveux. Jamais coupés. Pour ces païens, la force du roi résidait dans sa chevelure. C'est pour ça qu'on appelle les Mérovingiens les rois chevelus. Pour déchoir un de ces rois, il suffisait de les tondre. En 1653, on a retrouvé la tombe de Childéric à Tournai, et ce qu'on y a découvert raconte tout. Un roi à double culture. D'un côté, les insignes romains, la cape pourpre, la fibule des généraux, et de l'autre, des rites barbares, 22 chevaux sacrifiés, des armes et surtout 300 abeilles d'or. Ces abeilles, Napoléon les reprendra comme symbole impérial pour se démarquer des fleurs de lys des Bourbons. En 481, Childéric meurt. Clovis a environ 15 ans, il hérite d'un petit royaume, d'une bande de guerriers fidèles et d'une ambition dévorante. Ce qu'il va en faire, personne ne l'imaginait. Chapitre 2. Soissons. La fin de Rome. 5 ans passent, Clovis consolide son pouvoir, apprend le métier de roi,
et en février 486, il frappe son premier grand coup. Sa cible, Syagrius, ce gallo-romain qui se prend pour un empereur qui gouverne un territoire entre la Somme et la Loire avec 6000 soldats et les vieilles lois de Rome. C'est le dernier vestige du monde ancien en Gaule du Nord. Clovis rassemble environ 5000 guerriers, avec l'aide de son cousin Ragnacaire de Cambrai, il marche sur Soissons. La bataille est brève. Les Francs enfoncent les lignes gallo-romaines, Syagrius s'enfuit à Toulouse chez les Visigoths en espérant trouver refuge. Clovis exige sa livraison, le roi wisigoth Alaric II, qui a peur de se mettre les Francs à dos, cède. Syagrius est ramené enchaîné. Clovis le fait égorger en secret. Rome, en Gaule du Nord, c'est terminé, le gamin de 20 ans vient de l'achever. C'est après cette bataille que se passe l'épisode le plus célèbre, le vase de Soissons. Lors du pillage, les Francs ont pris un vase liturgique magnifique dans une église du diocèse de Reims. L'évêque, probablement Rémy, dont on parlera après, demande sa restitution. Clovis accepte, mais problème chez les Francs, le butin est partagé au sort de tous les guerriers. Le roi n'a aucun privilège. Clovis demande quand même à recevoir le vase en plus de sa part. Tous acceptent, sauf un guerrier qui frappe le vase de sa hache en criant « Tu ne recevras que ce que le sort t'attribuera vraiment ». Clovis encaisse, il récupère le vase abîmé, le rend à l'évêque, l'affaire semble close. Mais un an plus tard, lors de sa revue des troupes au Champ de Mars, Clovis reconnaît le soldat. Il critique l'état de ses armes, il les jette à terre. Quand l'homme se baisse pour les ramasser, Clovis lui fracasse le crâne de sa propre hache. « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons », dira-t-il. Cette anecdote nous dit deux choses. D'abord, que Clovis n'oublie jamais une offense. Ensuite, qu'il est en train de transformer la royauté franque. Le roi n'est plus un chef parmi d'autres, il est au-dessus, et ceux qui l'oublient le paient de leur vie. Mais cette histoire montre aussi autre chose. Dès 486, avant même sa conversion, Clovis cultive l'alliance avec l'église. Il rend le vase à l'évêque, il comprend que ces hommes en robe sont des alliés précieux. Chapitre 3. Clotilde, la femme qui change tout. Vers 493, Clovis fait un mariage décisif. Il épouse Clotilde, une princesse burgonde. On a dit que les Burgondes étaient ariens. Eh bien, pas Clotilde. Elle est catholique, élevée dans la vraie foi par l'évêque Avis de Vienne. Et elle a une histoire tragique. Ses parents ont été assassinés par son propre oncle, le roi Gondebaud. Elle a grandi orpheline, à Genève, nourrie de foi chrétienne et peut-être de désir de vengeance. Dès leur mariage, Clotilde a un objectif, convertir son époux. Elle lui parle du Christ, de la résurrection, du Dieu unique. Clovis écoute, mais ne se décide pas. Ces dieux l'ont bien servi jusqu'ici, alors pourquoi changer? Clotilde passe alors à l'action. Elle fait baptiser leur premier fils, sans même demander l'avis de Clovis. C'est audacieux, c'est risqué, et ça tourne mal. Ingomère, leur premier fils, meurt quelques jours après son baptême. Clovis explose. S'il avait été consacré au nom de mes dieux, il vivrait encore. Votre Dieu ne peut rien. Clotilde ne cède pas. Elle fait baptiser le deuxième fils, Clodomir. L'enfant tombe gravement malade, Clovis pense que c'est la malédiction qui recommence. Mais Clotilde prie, et Clodomir survit. Le doute s'installe dans l'esprit du roi païen. Et si le dieu de sa femme était vraiment puissant? La réponse viendra sur un champ de bataille. Chapitre 4. Tolbiac, le vœu du guerrier. Peut-être aux alentours de 506, les historiens se disputent encore sur la date, mais l'événement lui est attesté. Les Alamans, un peuple germanique installé en Alsace et en Suisse, attaquent les Francs rhénans de Cologne. Leur roi, Sigebert, qu'on surnomme le boiteux à cause d'une blessure de guerre, appelle Clovis à l'aide. Clovis répond. C'est l'occasion d'étendre son influence vers l'est et de se poser en tant que protecteur de tous les Francs. Il rassemble son armée et marche vers Tolbiac, près de Cologne. La bataille est terrible. Les Alamans sont redoutables, féroces, les lignes franques commencent à céder, Clovis voit ses hommes tomber, reculer, la défaite se profile. C'est à ce moment que tout bascule. Selon Grégoire de Tours, Clovis lève les yeux au ciel et invoque le dieu de Clotilde. Ô Jésus-Christ, que Clotilde proclame fils de Dieu vivant, toi qui donnes la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite la gloire de ton assistance. Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. À cet instant, le chef des Alamans tombe, frappé à mort. Sans leur leader, les guerriers ennemis se débandent. Les Francs l'emportent. Clovis a fait un vœu. Et il va le tenir. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? On ne le saura jamais. Grégoire de Tours écrit 75 ans après les faits, et il calque volontairement ce récit sur la conversion de Constantin au pont Milvius en 312. Mais peu importe, ce qui compte, c'est ce qui suit. Clovis va se faire baptiser, et ça va tout changer. Chapitre 5. Le baptême de Reims. Naissance d'un royaume chrétien. La date exacte du baptême est un casse-tête pour les historiens. Noël 496, 498, 499, l'historien Bruno Dumézil propose même 505. On sait pas vraiment avec certitude, mais ce qu'on sait, c'est que la cérémonie a lieu à Reims, et qu'elle est présidée par l'évêque Rémy. Rémy, c'est un personnage. Évêque depuis l'âge de 22 ans, il a connu l'effondrement de Rome, vu passer les invasions, survécu à tout ça. C'est lui qui avait réclamé le vase de Soissons, c'est lui qui depuis des années travaille Clovis au corps avec l'aide de Clotilde. Et ce jour-là, il prononce une phrase qui va traverser les siècles. Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé,
brûle ce que tu as adoré. Les Sicambres, c'est le nom que les écrivains de l'époque donnaient aux Francs. Il lui dira aussi « dépose tes colliers ». C'est une allusion aux amulettes païennes que portaient les guerriers. En entrant dans l'eau du baptistère, Clovis abandonne les dieux de ses ancêtres. Selon la tradition, 3000 guerriers francs se sont baptisés avec lui. Le chiffre est symbolique. C'est une référence aux conversions dans les Actes des Apôtres, probablement un peu exagéré. La cuve baptismale retrouvée sous la cathédrale de Reims ne pouvait accueillir que 3 personnes à la fois, ça aurait peut-être été un peu long. Mais l'important n'est pas là. L'important c'est que Clovis devient le seul roi barbare catholique d'Occident. Les Visigoths, des Ariens. Les Burgondes, des Ariens. Les Ostrogoths d'Italie, des Ariens. Les Vandales d'Afrique, des Ariens. Clovis, lui, est dans le camp de Rome, de Constantinople, de l'Église universelle. L'évêque Avis de Vienne lui écrit pour le féliciter. « Votre foi est notre victoire. » Les évêques gallo-romains qui supportaient mal leur maître hérétique voient en Clovis un libérateur potentiel. À ce moment-là, ce qui vient de naître, c'est l'alliance entre le trône et l'autel qui va durer 1300 ans en France. Si vous êtes déjà intéressé au sujet, vous avez peut-être déjà entendu parler de la légende de la Sainte Ampoule. C'est une fiole d'huile sacrée qu'une colombe aurait apportée du ciel pour le baptême. C'est probablement une invention tardive. Grégoire de Tours n'en parle pas, elle n'apparaît qu'au 9e siècle dans un texte de l'archevêque Hincmar de Reims. Mais vrai ou fausse, c'est pas vraiment important. Cette légende servira à sacrer 31 rois de France, de Henri Ier à Charles X. Chapitre 6. Vouillé, la croisade contre l'hérésie. Fort de sa nouvelle légitimité chrétienne, Clovis vise désormais le grand coup, écraser les Visigoths. En 507, il lance la campagne, et il la présente comme une guerre sainte. Avant de partir, il va en pèlerinage au tombeau de Saint-Martin à Tours. Il interdit à ses soldats de piller les terres sur leur passage, du moins les terres d'église. Officiellement, c'est une croisade contre l'hérésie arienne. En réalité, c'est aussi une guerre de conquête. Les deux ne s'excluent pas. L'armée franque, renforcée par ses contingents burgondes, marche vers le sud. Au printemps 507, elle rencontre l'armée visigothique dans la plaine de Vouillé, à 15 km de Poitiers. C'est un carnage. Les charges de la cavalerie visigothique se brisent sur le mur francisque. Au cœur de la mêlée, Clovis et Alaric II se font face. Lors d'un combat singulier, le roi franc tue le roi wisigoth de sa propre main. C'est interprété comme un jugement de Dieu, la preuve que le ciel est du côté des Francs. Sans leur roi, les Visigoths s'effondrent. Toulouse, leur capitale, tombe, puis Bordeaux, Angoulême et toute l'Aquitaine. Les Visigoths fuient vers l'Espagne. En Gaule, ils ne conservent que la Septimanie, le Languedoc actuel, protégé par l'intervention de Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths d'Italie. Mais ne nous racontons pas d'histoire, cette victoire n'a pas été qu'une libération, 10 000 Auvergnats ont combattu jusqu'au bout contre les Francs. Pour eux, Clovis n'était pas un sauveur, mais un envahisseur. L'histoire est rarement simple. Après Vouillé, l'empereur d'Orient Anastase Ier envoie à Clovis les signes du consulat, le chlamyde pourpre, le diadème d'or. À Tours, Clovis défile acclamé comme consul ou Auguste. Constantinople reconnaît officiellement sa prééminence sur tous les royaumes barbares d'Occident. Le petit roi de Tournai est devenu le maître de la Gaule. Chapitre 7. L'unification sanglante. Ce qui suit est un peu moins glorieux, mais c'est tout aussi important pour comprendre qui était vraiment Clovis. Entre 508 et 510, le roi entreprend l'élimination systématique de tous les autres rois francs. Ses cousins, ses alliés, tous ceux qui pourraient un jour contester le pouvoir. Premier sur la liste, Sigebert le Boiteux, le roi de Cologne qu'il avait secouru contre les Alamans. Clovis corrompt son propre fils Clodéric en lui suggérant de tuer son père pour hériter plus vite. Le fils obéit, assassine le vieux roi, Clovis envoie alors des émissaires qui tuent Clodéric. Et ensuite, il annexe le royaume rhénan, en prétendant n'avoir rien à voir avec ces meurtres. Ensuite, c'est au tour de Cararic, roi de Tongres. Clovis l'accuse de l'avoir trahi à Soissons, 20 ans plus tôt. Il le capture avec son fils, les fait tondre, leur ôtant ainsi le pouvoir royal. Quand il apprend qu'il jure de se venger, il les fait décapiter. Puis c'est au tour de Ragnacaire de Cambrai, son propre cousin, celui qui l'avait aidé à vaincre Syagrius. Clovis corrompt ses hommes avec de l'or pour qu'ils le livrent. Quand Ragnacaire est amené devant lui, Clovis lui reproche d'avoir déshonoré leur lignée en se laissant enchaîner. Il le décapite de ses propres mains, son frère aussi, puis un troisième frère est assassiné au Mans. Grégoire de Tours raconte qu'après ces massacres, Clovis se lamenta publiquement « Malheur à moi, qui reste comme un voyageur parmi des étrangers et qui n'ai plus de parents pour me secourir si l'adversité venait. » Et Grégoire ajoute, lucide, il ne disait pas ça par douleur de leur mort, c'était une ruse pour découvrir s'il restait encore quelqu'un à tuer. Voilà Clovis. Un roi chrétien, oui, un bâtisseur de royaume, oui, mais un homme impitoyable, qui n'hésite pas à éliminer sa propre famille pour assurer son pouvoir. Chapitre 8. Paris, le concile et la mort d'un fondateur. Vers 508, Clovis établit sa capitale à Paris. Pourquoi Paris ? La ville n'est pas très grande à l'époque, mais elle a un atout, le prestige de Sainte Geneviève. Cette femme extraordinaire, morte vers 502, avait une influence considérable sur Childéric, puis sur Clovis. C'est elle qui, selon la légende, avait sauvé précédemment Paris des Huns d'Attila
par ses prières. En s'installant près de son tombeau, Clovis s'approprie sa protection spirituelle. En juillet 511, quelques mois avant sa mort, Clovis convoque le premier concile d'Orléans. 32 évêques se réunissent. C'est la première assemblée de l'église de Gaule sous autorité franque. Les décisions sont capitales. Condamnation de l'arianisme, droit d'asile dans les églises, exemption fiscale pour les biens ecclésiastiques, et surtout, le roi reçoit le pouvoir de nommer les évêques. Clovis est proclamé Rex Gloriosissimus, fils de la Sainte Église catholique. La formule préfigure un titre que porteront les rois de France, fils aîné de l'Église. Le 27 novembre 511, Clovis meurt à Paris. Il a environ 45 ans. On ne connaît pas la cause de sa mort, probablement une maladie. Il est enterré dans la basilique des Saints Apôtres qu'il avait fait construire sur la montagne de Sainte-Geneviève. Selon la légende, il avait donné comme longueur à l'édifice la distance couverte par le jet de sa francisque. Et en bon guerrier, on imagine qu'il a jeté bien loin. Cette basilique n'existe plus. Elle a été démolie au début du 19e siècle pour percer la rue Clovis. Aujourd'hui, si vous allez à Paris, vous pouvez voir la tour Clovis, c'est le seul vestige dans l'enceinte du lycée Henri IV. Et la dépouille du premier roi chrétien des Francs se trouve probablement sous le goudron de la rue qui porte son nom. Ce ne sera jamais fouillé. À sa mort, le royaume est partagé entre ses 4 fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. C'est la coutume franque. Le royaume n'est pas encore un état au sens moderne, c'est un patrimoine familial qu'on divise. Mais l'œuvre de Clovis, elle, est accomplie. En 30 ans, il a unifié les Francs, conquis la Gaule, établi l'alliance avec l'Église et posé les fondations de ce qui deviendra la France. 3 leçons. On va essayer de tirer 3 leçons que Clovis peut nous enseigner à travers son histoire. Leçon 1. La foi peut changer le cours de l'histoire. On peut débattre des motivations de Clovis. Calcul politique, sincérité religieuse, probablement les deux. Mais ce qui est certain, c'est que sa conversion au catholicisme a tout changé. Sans le baptême de Reims, pas d'alliance avec les évêques, sans les évêques, pas de soutien des populations gallo-romaines, sans ce soutien, pas de victoire contre les Visigoths. Sans cette victoire, pas de royaume de Francs qui domine l'Occident. La foi n'est pas qu'une affaire privée. Elle structure les sociétés, elle forge les alliances, elle légitime le pouvoir, et Clovis l'a compris. Et c'est cette alliance entre le trône et l'autel qui a donné à la France sa forme particulière pendant plus d'un millénaire. À l'époque où on nous dit que la religion n'a plus sa place dans l'espace public, la vie de Clovis nous rappelle que les grandes civilisations se sont toujours construites sur des fondements spirituels. Et on est peut-être même un peu les seuls à l'avoir oublié. Leçon 2. L'unité se paie parfois au prix du sang. Clovis a unifié les Francs. Mais comment ? En exterminant ses rivaux, ses cousins, ses alliés, et tous ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. C'est brutal, et c'est même choquant pour nos sensibilités modernes. Mais posons la question autrement. Sans cette unification, qu'aurait été la Gaule ? Un puzzle de petits royaumes rivaux, proie facile pour les envahisseurs à venir. Les Arabes, au 8e siècle, auraient-ils été arrêtés à Poitiers si les Francs avaient été divisés ? Toute la vie de Clovis nous montre une chose. La division est mortelle. Quand les Français se battent entre eux, ce sont souvent les ennemis de la France qui gagnent. Les guerres civiles, les querelles dynastiques, les fractures religieuses, à chaque fois, ça a failli nous coûter notre pays. L'unité sur un territoire, c'est pas vraiment un luxe, c'est plutôt une question de survie. Leçon 3. Les grands hommes font l'histoire. On nous enseigne aujourd'hui qu'une histoire est faite de forces sociales, de mouvements économiques, de structures. Les individus, des accidents, des épiphénomènes. Il aurait pu en avoir d'autres. Clovis est la preuve du contraire. En 481, rien ne destinait ce gamin de 15 ans à transformer la Gaule. Son royaume était minuscule, ses ressources limitées, les Visigoths étaient plus puissants, les Burgondes plus riches, l'Empire d'Orient infiniment plus prestigieux. Et pourtant, par sa volonté, son intelligence, sa brutalité aussi, un seul homme a changé le destin d'un continent. Parce que Clovis, c'est pas juste la France, c'est la France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, bref tous ces territoires. Les grands hommes existent, ils ne font pas tout, bien sûr. Ils ont besoin de circonstances favorables, de fidèles, de chance, mais sans eux, rien ne se passe. Sans Clovis, pas de royaume franc, sans le royaume franc, pas de France. À une époque où on célèbre le collectif, où on se méfie des chefs, Clovis nous rappelle que dans les moments de crise, les peuples ont souvent besoin d'une impulsion, et cette impulsion vient souvent d'un homme. Conclusion. Alors voilà, on a exploré la vie de Clovis, et maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, Clovis, c'est le fondateur de la France. Pas en tant qu'État, mais en tant que nation spirituelle. C'est lui qui a fait de la Gaule un royaume chrétien, uni, sous une même couronne, et ça va durer 1500 ans. Est-ce que c'était un saint ? Non, pas du tout, c'était même un guerrier brutal, un politique cynique, un homme de son temps. Il a tué, trahi, manipulé, mais il a aussi construit quelque chose qui lui a survécu. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre la grandeur de son héritage et l'oubli dans lequel on l'a laissé. Demandez autour de vous, qui connaît vraiment Clovis ? Qui connaît autre chose que le vase de Soissons ? Quand on apprend la France aux enfants, le problème c'est qu'on commence souvent par 1789, et avant c'était l'obscurantisme, la barbarie, mais ça, c'est un mensonge. L'histoire commence bel et bien avec Clovis, et continuera avec Charlemagne, Saint-Louis,
Jeanne d'Arc, Louis XIV, tout découle de ce moment fondateur. Alors que faire de cet héritage? On peut le mépriser, l'ignorer, faire comme s'il n'avait jamais existé, comme le font certains politiques depuis la Révolution, ou alors on peut l'assumer, reconnaître que la France a une histoire, des racines et une identité qui date pas d'hier. Et cette identité, je vais continuer à vous la faire découvrir à travers ce podcast. Ça vous permettra de répondre à une question simple que Clovis nous jette au visage quand on regarde son histoire. Est-ce qu'on est les héritiers de quelque chose, ou alors est-ce qu'on préfère faire table rase? Moi, j'ai choisi, j'espère que vous avez choisi aussi, et on se retrouve dans les prochains épisodes de HDF. Sur ce, n'oubliez pas pour me soutenir, Patreon en description, et si vous voulez faire quelque chose pour la France, faites des shorts. C'était Romain Croisade, à plus!